De l'Alabama au Rwanda. Chaque mois, le podcast du Diplo propose un parcours dans le numéro en kiosque. Voici celui de mai 2021. Mas de repente deu perigo aqui o cão abençoou a birita. É muito forte o veneno do homem que até o capeta vomita. Foi mais caso daquele que quando alguém conta ninguém acredita. E como passe de mágica na minha frente João ressuscita. Moi ce matin, je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, France Inter, 29 mars 2021. Il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table, qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on se mette d'accord pour construire le grand projet d'espérance dont nous avons besoin pour 2022. Quelques semaines plus tard, le 17 avril, la réunion unitaire souhaitée par Yannick Jadot avait bien lieu. Vous avez dit unité ? Serge Halimi lui consacre son édito du mois. Que l'on souhaite ou non une alliance de la gauche et des écologistes en vue de l'élection présidentielle française de l'année prochaine, les termes de ce débat ont confirmé l'analphabétisme géopolitique de la plupart des journalistes. À preuve, poursuit Serge Halimi, les relations internationales ont été manifestement ignorées pendant la réunion et la publication par M. Jadot d'une analyse de politique étrangère néoconservatrice est passée totalement inaperçue. Pourtant, plusieurs passages qu'on croirait rédigés dans un bureau du Pentagone situent le dirigeant écologiste à droite de M. Macron. 2 months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not. The end of the Reagan era, I'm like Lemma 12, old enough to understand the shit had changed forever. They declared the war on drugs, like a war on terror, but what it really did was let the police terrorize whoever, but mostly black boys, but they would call us niggas, and lay us on our belly while they fingers on their triggers. They boots was on our head, they dogs was on our crotches, and they would beat us up if we had diamonds on our watches. Reagan, du rappeur américain Killer Mike, dont le soutien à la cause des travailleurs d'un entrepôt Amazon en Alabama, où certains voulaient créer un syndicat, n'a pas suffi. Vedettes, journalistes, dirigeants politiques, tout le monde souhaitait la création d'une section syndicale dans l'entrepôt Amazon de Bessemer. Tout le monde, sauf les ouvriers du site qui ont massivement voté contre cette implantation. Les pressions exercées par Amazon lors de la campagne suffisent-elles à expliquer ce résultat ? Maxime Robin détaille les raisons de cet échec dans son reportage pages 4 et 5. Et nous entrons ainsi dans le monde diplomatique de mai 2021. Lire les 28 pages du Diplo de mai, c'est visiter le musée de la propagande européenne. C'est s'intéresser aux enseignants, une profession gagnée par la démobilisation, à Israël et au sionisme de gauche, au Mexique, aux cantines scolaires comme lieu de lutte et à la géopolitique des tubes, gazoducs et méthaniers en Europe, objet d'une double page avec une grande carte, pages 10 et 11. Double page qui analyse le forcing actuel de Washington pour supplanter, avec son gaz naturel liquéfié transporté par bateau, les livraisons russes par gazoduc. Depuis la chute du mur de Berlin, les infrastructures gazières sèment la discorde entre les pays membres de l'Union européenne. Elles symbolisent la dégradation des rapports avec la Russie, la divergence d'intérêts géopolitiques entre des nations théoriquement alliées, mais aussi leur impuissance vis-à-vis des États-Unis. Dans Comment saboter un gazoduc, Pierre Rimbert s'intéresse plus particulièrement au sort de Nord Stream 2, qui relie la Russie et l'Allemagne par la mer Baltique. Dans le répertoire du sabotage, il y a l'action extérieure, exogène, comme dans le cas de Nord Stream 2, qui fait voler en éclats, exploser, dérailler les plans, allemands en l'occurrence, mais il est une autre forme de sabotage, celle qui, de l'intérieur, à petit feu, conduit à l'implosion. Vous voyez où je veux en venir, Jean-Michel ? Tout à fait. Une justice au bord de l'implosion, c'est le titre de votre enquête sur la justice française en une du Diplo de mai. Alors est-ce que vous acceptez de sortir un temps de votre rôle de lecteur et de nous en dire quelques mots ? Oui, l'idée c'était d'aller dans un petit monde, le monde de la justice, qu'on voit très peu de l'intérieur. La justice, elle est omniprésente dans les médias et sous un angle extrêmement réducteur, qui est celui de la justice pénale, dont on voit les jugements, qui sont souvent très commentés, critiqués, souvent. Parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis, c'est une injustice. Et là, c'était vraiment de voir le quotidien des magistrats, des greffiers, des agents administratifs, et les piles de dossiers auxquels ils doivent faire face,
qui sont leur quotidien. Vous écrivez « Sans le dévouement des personnels, on n'y arriverait pas ». C'est vous qui synthétisez en ces termes leurs paroles à ces magistrats, greffiers et agents administratifs. Oui, alors cette parole, c'est eux qui le disent d'ailleurs. Je n'ai fait que compiler, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun de mes interlocuteurs disait cela. Alors les syndicats, eux, ils ont un autre mot que le mot dévouement, qui est très sacrificiel, qui est le mot surinvestissement. Puis j'ai pu mettre à jour des choses qu'on connaît, mais qui sont disséminées sur les manques de moyens, par exemple, les logiques gestionnaires, qui font aujourd'hui d'ailleurs que certains magistrats perdent un peu le sens de leur mission, parce qu'il y a des logiques budgétaires, comme à l'hôpital, comme ailleurs. On modifie les règles de procédure. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ce monde de la justice et qui méritaient d'être examinées à la loupe. Votre enquête, Une justice au bord de l'implosion, est donc à lire ou à écouter sur la page du journal audio. Vous pouvez à présent, si vous voulez bien, reprendre votre casquette de lecteur pour terminer ce parcours non exhaustif dans le diplôme du mois. Un dramatique cortège de négligence, d'insouciance, d'incompétence, d'hésitation et d'erreur a créé les conditions d'une tragédie sans nom. Et donc j'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon. Il a fallu attendre avril 2000 pour que le Premier ministre Guy Verhofstadt se rende à Kigali et prononce ces mots décisifs. Colette Brackman signe des décennies de responsabilité belge dans le dossier Rwanda, lumière sur un génocide. Ce dossier de 4 pages s'ouvre avec un texte du romancier sénégalais Boubacar Boris Diop, l'énigmatique silence africain. La faillite de la communauté internationale, qui a livré à la mort 800 000 Tutsis du Rwanda, fait l'objet d'abondantes analyses depuis 1994. Mais comment comprendre le silence des États et des intellectuels africains tandis que se perpétrait au vu et au su de tous le dernier génocide du XXe siècle ? Aujourd'hui encore, des assassins vivent tranquillement un peu partout sur le continent. Génocide, destruction systématique d'un groupe ethnique. C'est la définition. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, comme vous l'avez fait, moi-même, il y a quelques jours, utilisé ce terme de génocide, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit au Rwanda. Face à l'offensive du Front patriotique rwandais, les troupes gouvernementales rwandaises se sont livrées à une élimination systématique de la population Tutsi, ce qui ensuite a provoqué, bien entendu, la généralisation des massacres. Ce 18 mai 1994, quand Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, prononce le terme de génocide à la tribune de l'Assemblée nationale, les massacres durent depuis plus d'1 mois et demi déjà. 2 rapports récents viennent d'établir la responsabilité écrasante de la France et du président François Mitterrand. Mais comme l'explique François Graner, page 13, des zones d'ombre subsistent en raison du secret qui entoure la politique africaine de Paris et de la difficulté d'accès aux documents officiels de l'époque. Globalement, conclut-il, le rapport Duclerc, du nom de l'historien qui a dirigé la commission de recherche, donne l'impression de s'arrêter devant tout ce qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites pénales. Prochain épisode du podcast du Diplo en juin. Retrouvez tous les épisodes sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio. Et d'ici là, rendez-vous en kiosque.